Les rencontres stratégiques par le réseau Casus Belli. Bien, merci Alexis, merci à tous d'être venus aussi nombreux et merci cher Yannick Pincé d'avoir répondu présent à notre appel. Sans plus attendre, je vais commencer tout de suite notre conversation et en guise d'introduction, je vais commencer par une citation. Une citation d'un certain Georges Marchais, qui fut secrétaire général du Parti communiste bien connu et qui, le 10 juin 1982, déclarait dans l'émission L'heure de vérité, donc je le cite: Lorsque le général de Gaulle a décidé le retrait de la France de l'organisation militaire de l'OTAN, nous appartenons certes à l'Alliance Atlantique, mais le retrait de l'organisation militaire par le général de Gaulle a été approuvé par le Parti communiste français, et pour une raison très simple, qui est que nous luttions depuis des années en faveur de cet objectif. Et je trouvais intéressant de dresser un parallèle entre ce propos d'une part, et d'autre part, une autre citation tenue par Charles de Gaulle le 11 septembre 1966, à la suite du premier essai nucléaire français par sous-marin. Je cite: « Je suis fier de vous, enfin nous sommes indépendants ». Et ces deux citations ont ceci d'assez extraordinaire qu'elles mettent en exergue l'existence d'une sorte de front commun allant du Parti communiste français, du PCF, aux forces gaullistes. Consensus, c'est justement le terme que vous, cher Yannick Pincé, vous avez choisi pour qualifier cet accord tacite et officieux, pourrait-on dire, qui va des spectres les plus éloignés de la politique française autour du nucléaire militaire, mais aussi autour du nucléaire civil, qui serait garant d'une source d'énergie décarbonée pour la batterie. Et cette formule donc de consensus nucléaire, cher Yannick Pincé, vous l'avez faite vôtre au travers de cet ouvrage intitulé « Le consensus nucléaire français, les partis politiques et le nucléaire militaire pendant la guerre froide », paru dans la collection Histoire des prestigieuses maisons d'édition Presse universitaire de Rennes. Et donc cet ouvrage est issu d'un travail de thèse de doctorat, dont le titre exact est « La dissuasion en débat, les partis politiques et la fabrique du consensus nucléaire français des années 1970 aux années 1980 ». Vous-même, vous enseignez à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, en votre qualité de maître de conférence en histoire contemporaine. Et vous êtes également, je crois, professeur associé aux sciences de l'ENS Paris Sciences Lettres. Et nous vous remercions d'avoir bien voulu mettre vos qualités de vulgarisateur au service de cette conférence sur la question du nucléaire français, qui est notre toute première conférence, et nous vous en remercions. Et donc, pour commencer, en guise de première question, je voudrais tout simplement vous demander si voilà, vous pouvez parler peut-être du régime précédent, l'influence qu'a eu ou que n'a pas eu la 4ème République dans l'élaboration de cette dissuasion nucléaire et même de ce nucléaire civil. Et nous, si vous pouvez revenir sur la doctrine nucléaire civile et militaire du général de Gaulle, avec cette idée notamment dans le nucléaire militaire qu'une telle force soit mise qu'au service de la dissuasion de la guerre, faisant sienne cette célèbre maxime des pensées de Blaise Pascal: ne pouvant fortifier la justice, l'on ait justifié la force. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Je remercie beaucoup le réseau Casus Belli. Excusez-moi, je le prononce à la latine. C'est mon éducation classique et j'ai été longtemps professeur de CPGE à Cherbourg, ville hautement nucléaire. Et je remercie également la bibliothèque de l'école militaire, M. Smith en particulier, pour son accueil. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais aussi souligner parmi tous les auteurs que vous avez indiqués, deux auteurs avec lesquels je suis rentré je ne vais pas dire en religion nucléaire, mais quand on travaille sur l'histoire nucléaire en France, je pense qu'il est indispensable de lire Dominique Mongin, qui a été un pionnier dans ce domaine-là, et évidemment Christian Malice, qui a écrit de brillantes biographies, en particulier de Raymond Aron et de Gallois, de Pierre-Marie Gallois, qui sont vraiment des ouvrages de très grande qualité et qui ont beaucoup guidé mon travail. Et pour évoquer la période gaullienne, je vais évoquer les choses de manière un petit peu plus large. Au cœur de mon travail, il y a une idée, c'est celle d'un certain exceptionnalisme nucléaire français. Le nucléaire, sous ses deux formes, civile comme militaire, n'a pas la même signification chez nous que dans les autres pays. J'aime bien l'expliquer, mais si vous faites un petit peu attention, il y a
une idée un petit peu derrière ça de résurrection, parce que nous avons été une nation pionnière du nucléaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes la patrie d'Henri Becquerel, la patrie d'adoption de Marie Curie. Donc la radioactivité est quelque chose qui a été découvert dans notre pays. Nous étions très en avance dans ce domaine-là à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et après l'abîme de la Seconde Guerre mondiale, la reprise des recherches nucléaires a représenté donc cette forme de résurrection. Et nous avons tous un petit côté nucléaire en France, que nous soyons pour, contre ou indifférents. J'aime bien raconter cette anecdote. D'ailleurs, c'est une anecdote qu'a Gabriel Hecht, la même. Il y a une blague dans ma famille. Lorsque un de mes enfants me dit « j'ai pas d'idée », je lui demande « mais est-ce que tu as du pétrole ?» Ceux qui ont la référence et qui ont connu cette publicité des années 70 fait référence aux problèmes énergétiques. Et j'ai aussi en tête les publicités EDF des années 80-90 où on nous expliquait qu'une perceuse était une perceuse nucléaire puisque 75% de l'énergie était nucléaire. Et nous sommes tous d'un certain côté des hommes et des femmes nucléaires. Et moi, j'ai une histoire assez particulière que je raconte dans mon avant-propos. Moi, j'ai été pourchassé par le nucléaire. Mon père plaçait des AN-22, des armes nucléaires, sous Mirage 4 au moment où je suis né, dans les années 70, sur la base de Creil. Et j'ai été poursuivi. Notre maison de vacances était à Camaret-sur-Mer. Pour ceux qui connaissent, on a une vue de nuit sur les lumières de l'île Longue. Et lorsque je suis devenu professeur d'histoire, mon premier poste a été à Cherbourg, avec une vue directe depuis le lycée Jean-François Millet où j'ai enseigné, sur l'arsenal de Cherbourg où se trouve Naval Group. Donc on ne peut pas faire plus nucléaire en termes de destin. Et là, justement, on peut remonter aux années de Gaulle et même avant les années de Gaulle. Il y a eu un programme nucléaire qui a été très largement porté par la 4e République, assumé en ce qui concerne le nucléaire civil, notamment par Frédéric Joliot, mais qui, par ses affinités communistes, ne souhaitait pas le développement d'une arme. Mais l'ordonnance de création du CEA de 1945, qui a été signée par le général de Gaulle, qui a été voulue par Frédéric Joliot, mentionne les applications en termes de défense nationale. Joliot pense plutôt à la propulsion, ce qui va effectivement se concrétiser. Mais il ne fait aucun mystère pour ceux qui sont partisans d'une restauration du rang de la France qu'il est possible d'aller vers une arme. Et c'est ce que va faire à bas bruit la 4e République dans les années 50, jusqu'à ce que Charles de Gaulle assume le programme lorsqu'il revient au pouvoir en 1958. Et il a véritablement un rôle d'accélérateur du programme nucléaire, plutôt que de père, puisque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça a commencé sous la 4e République, mais d'accélérateur massif, par notamment les lois de programme militaire qui ont permis de dégager les financements, et de réflexion stratégique, c'est-à-dire cette recherche d'une indépendance. Il ne faut pas non plus, et ça c'est un élément que j'essaye de mettre en avant dans mes travaux, voir Charles de Gaulle comme un doctrinaire qui confondrait l'indépendance nationale avec la neutralité. Et ça, c'est un sujet d'actualité. Charles de Gaulle est quelqu'un qui, pendant la guerre froide, faisait très clairement partie du camp occidental, mais il souhaitait que la décision, s'il y a besoin de prendre une décision en cas de crise, éventuellement une décision de guerre, soit une décision nationale, soit la décision de la France. C'est pour cela que sa première idée, lorsqu'il est revenu au pouvoir, avait été de négocier avec l'OTAN un droit de participer aux décisions nucléaires. Il avait demandé un directoire de l'OTAN. Il a même fait en sorte que la France négocie les plans de guerre de l'OTAN. En particulier, ils ont été élaborés de manière assez poussée au moment de la deuxième crise de Berlin, qui a sans doute été, on pourra en reparler, l'une des crises les pires de la guerre froide, dans laquelle s'inscrit la crise de Cuba. Et on a négocié justement quelles seraient les options en cas de forçage de Berlin-Ouest. Et on s'était mis d'accord avec nos alliés de l'OTAN sur le fait qu'il fallait forcer un éventuel nouveau blocus, et on avait dégagé des options, y compris nucléaires, et on en avait discuté. Et lorsque De Gaulle s'est rendu compte qu'il était impossible de discuter parce que les Américains étaient en train de faire changer la doctrine nucléaire de l'OTAN, ça c'est quelque chose qui est majeur sur lequel on reviendra, l'OTAN en fait avait jusque-là une doctrine dite de représailles massives pour dissuader le bloc soviétique de nous attaquer, et l'OTAN a commencé à évoluer vers une doctrine dite de riposte graduée, c'est-à-dire que l'on répond proportionnellement à l'agression du pacte de Varsovie.
derrière ça, il y a aussi l'idée de protéger le sol américain, c'est-à-dire retarder le plus possible le recours au nucléaire. Et De Gaulle, mais aussi les élites de la 4e République, avaient compris, en particulier au moment de la crise de Suez, qu'il y avait un risque majeur d'abandon de l'allié américain, d'où la nécessité de disposer nous-mêmes de notre propre outil de défense. Et ce que souhaitait De Gaulle, eh bien, c'est que nous ayons le plus d'options possibles à notre disposition en cas de crise, sans pour autant planifier un usage qui serait une doctrine stricte. De Gaulle était quelqu'un de très pragmatique, comme il l'a prouvé dans le passé. C'est quelqu'un qui s'était élevé avant la Seconde Guerre mondiale contre les raisonnements qu'il jugeait assez doctrinaires et lorsqu'il défendait notamment une forme de mobilité de l'armée française à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'était quelqu'un qui avait cet objectif, à la fois de restaurer le rang de la France, mais aussi de disposer du plus d'options possibles en cas de crise, et non pas d'un point de vue neutraliste. Et j'insiste sur cette idée-là parce qu'on pourra en reparler dans les années 70. Ces idées ont été reconstruites, réécrites, en particulier par les communistes d'ailleurs, comme quelqu'un qui aurait été neutre. Très bien, je vous remercie. Et donc c'est très pertinent que vous évoquiez justement les communistes et les forces de gauche et l'idée que tout ça ait pu être réécrit, parce que c'est un peu l'objet de ma deuxième question, c'est que j'aimerais justement qu'on en vienne aux partis de gauche qui constituent dans ces années 60, puis même durant l'après-de Gaulle, dans les années 70, les principales forces d'opposition aux forces gaullistes. Et notamment, je pense à deux partis qui sont le Parti socialiste et le Parti communiste français. J'aimerais qu'on revienne un peu sur leur position à eux. Alors pour ce qui est du Parti socialiste, c'est très intéressant. On se rappelle de la campagne présidentielle de 1965 où François Mitterrand, en quelque sorte, affronte le général de Gaulle lors du second tour. Et il parle à propos des velléités, qui à l'époque ne sont que des velléités du général de Gaulle de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Il parle d'attitude cocardière, il a des propos très durs, donc velléités qui seront confirmées un an plus tard, en 1966. Pour ce qui est du Parti communiste, c'est un peu différent, puisqu'on sait que les communistes avaient joint leur voix aux gaullistes lors du refus de la Communauté européenne de défense en 1954, mais qu'après, lorsque de Gaulle revient au pouvoir, il y a une opposition assez franche aux gaullistes sur le plan de la politique intérieure, mais même extérieure, avec voilà, l'idée que produire une arme nucléaire ne serait peut-être pas forcément très pertinent, mais vous reviendrez dessus, vous apporterez vos nuances, j'en suis persuadé. Et tout ça va un peu changer à partir des années 70, et notamment vous insistez beaucoup sur la lettre de 1977, il me semble, dans votre livre, où là on a un revirement avec cette idée que voilà, le PCF finit par adopter une attitude favorable à la dissuasion nucléaire comme outil d'indépendance nationale et de non-alignement de la France. C'est d'ailleurs à peu près à la même période, je crois, lors de son congrès de 1976, que le Parti communiste renonce à la dictature du prolétariat et s'éloigne un peu de l'URSS. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec voilà, cette idée de cheminer d'un alignement vers Moscou à davantage de non-alignement et donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux partis et leur position vis-à-vis de la question du nucléaire civil, mais surtout militaire, des années, on va dire, des années 50 aux années 80, si c'est possible? Oui. Alors, vous avez soulevé la question du retrait du commandement intégré que je n'ai pas indiqué tout à l'heure. Il faut avoir à l'esprit que la France n'a pas d'autre choix que de quitter le commandement intégré en 1966. C'est d'une pure logique, puisque la riposte graduée que met en place, à la demande des États-Unis, l'OTAN, implique, pour contrôler l'escalade, puisqu'il s'agit de répondre proportionnellement à une agression du pacte de Varsovie, qu'il y ait un centre de commandement unique, à savoir le président des États-Unis, donc Washington. Ce qui fait que les Britanniques, qui ont relancé leur special relationship avec les Américains à la suite de la crise de Suez, ils font la leçon, ils tirent des leçons complètement inverses des nôtres de la crise de Suez, eh bien, s'alignent sur les États-Unis, achètent des missiles Polaris pour équiper leurs sous-marins lors des accords de Nassau en 1962, mais s'engagent à placer leurs sous-marins sous le commandement de l'OTAN. Nous, comme on fait le choix justement de l'autonomie de décision, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de quitter le commandement intégré et d'avoir notre propre doctrine qui implique une menace de dissuasion, c'est-à-dire de représailles massives pour justement éviter la guerre, alors que la France considère plutôt que la riposte graduée est plutôt risquée en termes de guerre, puisque ce serait une forme d'acceptation de la bataille nucléaire. Et pour en venir à la gauche,
La gauche des années 60-70 est une gauche qui ne ressemble pas du tout à la gauche actuelle, puisqu'elle est dans les années 60 éclatée. Vous n'avez pas d'unification de la gauche socialiste, vous avez un parti qui s'appelle la SFIO et toute une série de petits clubs que va fédérer François Mitterrand, ce qui va lui permettre en 1971, lors du congrès d'Épinay, de prendre la tête du Parti socialiste. Vous avez les communistes, mais il ne faut pas oublier, vous avez des forces centristes qui sont assez importantes, ce qui fait qu'en France, tout ce qui n'est pas gaulliste est en réalité hostile à la force de dissuasion nationale. Ils ne sont pas contre l'arme nucléaire en elle-même, et j'insiste là-dessus. Les communistes, ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, ne sont pas contre l'arme nucléaire. Ils ne protestent pas contre la bombe atomique soviétique, ni contre la bombe atomique chinoise, sachant qu'au début des années 60, l'URSS fait des essais nucléaires majeurs. La fameuse Tsar Bomba de plus de 50 mégatonnes, vous n'avez aucune protestation de la part du Parti communiste, ni même du mouvement de la paix qui est une émanation du Parti communiste. D'ailleurs, les leaders communistes considèrent que la bombe atomique protège la paix. Donc ce n'est pas une hostilité à l'arme atomique en elle-même. On trouve la même chose dans la gauche non communiste. Ce que critique le plus la gauche non communiste, et les centristes aussi, de Jean Le Canuet, candidat à la présidentielle de 65, qui fait 15%. Eux, c'est la bombe française, la bombe gaulliste qui leur pose problème, parce qu'ils sont très attachés à l'Alliance atlantique. Ils ne sont donc pas contre l'arme nucléaire américaine et l'arme nucléaire de l'OTAN. Ça fait une différence majeure. Alors, on me dira, mais François Mitterrand a tenu des discours qui ont été hostiles à la dissuasion nucléaire. François Mitterrand, pour le comprendre, et je pense que je ne vais rien vous apprendre là-dessus, est un redoutable animal politique qui est un admirateur de la Florence de la Renaissance, dont vous savez comment se réglaient les questions politiques. Et François Mitterrand, on l'a même surnommé, ça dépend des personnes, soit le Machiavel de Charente, soit le Machiavel de la Nièvre, dont il était député. Et François Mitterrand était dans le premier comité de défense en 1954, c'était sous la présidence du Conseil de Pierre Mendès France, il était ministre de l'Intérieur, il était dans le premier comité de défense français où on a parlé au plus haut niveau de la possibilité de se doter de l'arme nucléaire. François Mitterrand ne dit pas non. Il dit juste pourquoi on ne la ferait pas avec nos alliés européens. Mais il n'est pas fondamentalement contre. En revanche, il comprend qu'avec la Ve République, il y a une possibilité un jour, pour la gauche, d'être au pouvoir en créant une alliance de tous les partis de gauche. C'est comme ça qu'il s'est fait élire député de la Nièvre, c'est en se rattachant à l'alliance des communistes. Et pour cela, s'il veut un jour être le leader de la gauche, et donc pourquoi pas président de la République, eh bien, il faut qu'il fédère la gauche. Et si on veut fédérer la gauche dans les années 60, il faut être contre la Ve République. Il écrit le coup d'État permanent, et il faut être contre l'arme nucléaire. C'est une position, en fait, c'est une position, je ne vais pas dire d'opportunisme politique, mais de bon calcul politique. Et dans les années 70, effectivement, vous l'avez dit, la gauche va se rapprocher de l'adhésion à l'arme nucléaire. Elle le fait bien plus tôt qu'on ne le pense. François Mitterrand en parle d'ailleurs dès 1969. Il dit que, c'est juste après l'élection de Georges Pompidou. Pour lui, l'héritier de Gaulle a été élu à la présidence de la République. Il faut en tirer les conséquences. Les Français, en fait, acceptent certaines orientations du gaullisme, donc on doit en tirer les conséquences. Et le premier programme commun de la gauche, communiste, socialiste, plus le Parti radical de gauche, crée une union de la gauche qui doit permettre d'avoir une majorité de gauche. Celui de 1972 demande l'arrêt de la force nucléaire stratégique. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en stratégie nucléaire relèveront que tous les termes ont été pesés. Ça implique la conservation de l'armement tactique, c'est-à-dire notamment les Plutons qui sont en cours de développement, qui vont entrer en service en 1974, et les bombes qui vont équiper les forces aériennes tactiques. Et il est même prévu de ne pas détruire les stocks d'armes détenus. Ce n'est pas écrit de cette manière-là, mais c'est compris de cette manière-là par chacun des négociateurs. Et donc la gauche est en train de marcher vers cette acceptation. Vous l'avez dit, pourquoi les communistes ne s'y opposent pas? Eh bien parce que, pour eux, c'est une arme possible qui permet d'éloigner la France de l'OTAN. Peut-être possiblement une arme de neutralité. D'où l'intérêt pour eux
de se porter de temps en temps comme des porte-paroles, comme des héritiers de Gaulle d'une forme de neutralisme gaulliste. D'ailleurs, ils vont essayer, dans les années 70, de rattacher à l'Union de la gauche ceux que l'on appelle les gaullistes de gauche sur ce plan-là. Au Parti socialiste, il y a un travail qui est mené par Charles Hernu, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est à la tête de la commission de défense du Parti socialiste, qui est quelqu'un qui est sensibilisé à la question de l'armement nucléaire depuis qu'il a été député à la fin des années 50. Il a été député de la 4e République et il a eu la chance de visiter notamment le siège du SAC, donc de la défense stratégique américaine aux États-Unis, comme étaient invités les députés, les représentants parlementaires des pays alliés dans les années 50, et c'est quelqu'un qui a construit une réflexion avec les milieux militaires dans les années 60, lorsque le Parti socialiste a unifié la gauche non communiste dans les années 70, eh bien, il essaye d'aller justement vers cet armement nucléaire, notamment par des contacts militaires en créant ce qu'on appelle les conventions pour l'armée nouvelle. L'armée nouvelle étant en fait le titre d'un livre de Jean Jaurès, qui est en fait un programme de réforme des armées françaises. Et l'idée qu'il porte là, c'est que, eh bien, si on veut une défense populaire, c'est ce que porte la gauche, certains camps de gauche, enfin, le discours de la gauche qui refuse l'arme nucléaire, c'est de mettre en avant une défense populaire, c'est-à-dire on va mobiliser l'ensemble des citoyens pour défendre la nation. Et ce que dit Charles Hernu et la réflexion qui est faite dans la commission de défense du Parti socialiste est assez simple. Eh bien, si on veut montrer que l'ensemble des Français est prêt au sacrifice, le meilleur moyen, c'est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que les Français, en fait, sont prêts à risquer des représailles massives sur leur territoire pour défendre leur liberté et défendre leur territoire. Mais ça, il faut effectivement attendre 77 pour le Parti communiste, 78 pour le Parti socialiste, sachant que ce qui fait aussi basculer les communistes, vous l'avez souligné, c'est que les communistes sont en train de s'éloigner de Moscou. Il y a un parti communiste qui est un petit peu plus indépendant, c'est ce qu'on appelle l'eurocommunisme. Ils le font en lien avec les Espagnols, en lien avec les Italiens à ce moment-là. Et ça ne plaît pas du tout à Moscou qu'ils adoptent la dissuasion nucléaire, parce que les communistes répondent aux Américains « Oui, mais nous, on veut une dissuasion tous azimuts », comme le voulait De Gaulle. C'est d'ailleurs une expression qui avait été inventée par le général Charles Ayeret en 1967. Charles Ayeret, qui avait été chef d'état-major des armées, et c'est lui qui avait commandé l'explosion de la première bombe atomique française, Gerboise bleue, dans le Sahara. Et les communistes, et Moscou avait répondu aux communistes, oui, mais si votre armée est tous azimuts, elle vise quand même également Moscou dans cette affaire-là, ce qui est tout à fait vrai. Donc il y a cette idée, et les communistes espèrent aussi, en allant vers une arme nucléaire, que les socialistes feraient le même geste vis-à-vis de Washington. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent en fait de Moscou en espérant que leurs alliés socialistes, avec lesquels ils sont en train de renégocier le programme commun en 1977, ça échoue, vont aussi faire ce geste. C'est l'une des raisons de la dispute, mais pas la raison de la rupture. Vous connaissez peut-être cette célèbre phrase de Georges Marchais qui, dans une émission politique en 1980, dit « Liliane fait les valises, on rentre à Paris ». Eh bien, c'est justement, il relate cet épisode de la renégociation du programme commun où François Mitterrand, à la télévision, à l'été 1977, avait annoncé que, il ne souhaitait pas forcément qu'il y ait une dissuasion indépendante et que ça nécessitait un référendum. Une dernière chose dans cette affaire-là, c'est que les communistes, ils ont des électeurs et ils sont liés à des syndicats. Et les communistes ont gagné beaucoup de mairies en 1977, ont gagné beaucoup de députés aux législatives de 1973. Et ça, il faut le savoir, ces députés, ces maires communistes, qui sont très nombreux, ont parfois dans leur circonscription, dans leur ville, des bases. Ils sont invités par les officiers qui dirigent ces bases. Et là, c'est le soft power des armées. Par la discussion, eh bien, ils se font acclimater à la dissuasion nucléaire. Ils le disent, j'ai écouté les comptes rendus de réunions du Parti communiste qui sont enregistrés. Ils disent, mais j'étais très bien accueilli. Ils ne sont pas contre des ministres communistes, mais ils nous disent que ce serait bien d'avoir la bombe. Et il y a aussi des travailleurs qui vivent de l'industrie nucléaire. La CGT de l'arsenal de Cherbourg, Giscard fait suspendre en 1976 la construction du 6e SNLE. Ça râle à l'arsenal de Cherbourg parce qu'on envisage en fait de dégraisser le personnel. Et donc ça, c'est une pression aussi sur les dirigeants communistes.
Oui, eh bien, je vous remercie d'avoir évoqué justement Jaurès et l'armée nouvelle, parce que justement, je voulais en parler comme ça, comme voilà, preuve en quelque sorte qui ait pu exister une symbiose entre une certaine gauche, on va dire républicaine, et la question militaire, puisque je crois que c'était Jaurès qui parlait de la force militaire comme force morale dans cet ouvrage. Et vous avez aussi évoqué donc toute cette opposition au général de Gaulle de droite ou du centre à travers Jean Le Canuet, les démocrates chrétiens, dont je voulais un peu parler. Et justement, en fait, je voulais parler de cette droite plus atlantiste et notamment du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Bon, même s'il avait été ministre sous le général de Gaulle, on a pu voir dans son élection une forme de rupture. Donc, sur cette question de la dissuasion nucléaire, du nucléaire à la fois civil et militaire, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, pour vous, c'est une rupture, une continuité? Est-ce que vous pouvez en parler un peu rapidement, s'il vous plaît? Alors, on a tendance à sous-estimer le septennat de Valéry Giscard d'Estaing entre les deux géants que sont De Gaulle et Mitterrand. Sauf que c'est un moment essentiel et que l'on oublie à tort dans notre histoire stratégique. Giscard, c'est le premier président non gaulliste de la Ve République. C'est quelqu'un qui, en son fort intérieur, est hostile à l'arme nucléaire. Il ne peut pas le dire en tant que président de la République. Il va jouer plutôt le jeu tant qu'il est président, mais il ne le fera plus une fois qu'il n'est plus président, puisqu'il le dit dans ses mémoires qu'il publie en 1990. D'ailleurs, il a une expression, il qualifie la bombe de cette saloperie. Et parmi les décisions qu'il prend, l'une de ses premières décisions est le changement de ciblage des armes nucléaires. Afin d'être dissuasif, nous avons un ciblage démographique et il demande que l'on cible en fait la destruction des industries soviétiques. Alors, c'est un petit côté un peu hypocrite puisque les industries sont localisées en périphérie des villes, cela ferait tout de même des millions de morts. Néanmoins, il y a ce geste qui est fait. Giscard, c'est quelqu'un qui, venant du centre, et a des préférences euro-atlantistes affirmées, ça vous avez eu raison de l'indiquer, et c'est lui qui fait la conversion du centre à la dissuasion nucléaire française. La gauche passe par des actes officiels, par des décisions de parti, or les centristes le font en acceptant les décisions de Giscard en faveur de l'arme nucléaire lorsqu'il est élu président en 1974. Jean Le Canuet, je vous l'ai dit, a été contre. Il est ministre de la Justice de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a un autre centriste qui s'appelle Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui est le fondateur de l'Express, qui est ministre des Réformes dès que Giscard devient président. Giscard annonce une campagne d'essais nucléaires, la dernière campagne d'essais nucléaires aériens. Jean-Jacques Servan-Schreiber proteste, il doit démissionner une semaine après avoir été nommé. Vous connaissez le principe, c'est le principe de la solidarité gouvernementale. Tous ceux qui ne se prononcent pas acceptent et qui restent au gouvernement et qui soutiennent la majorité, qui restent dans la majorité de Giscard, soutiennent de fait l'arme nucléaire française. Donc c'est la conversion des centristes qui se fait à ce moment-là. Il y a tout de même un épisode qui est assez fondamental, c'est que comme il est euro-atlantiste, il va se rapprocher progressivement de l'OTAN, sans retourner dans le commandement intégré. Et ce n'est pas qu'une question de conviction, c'est aussi une question de nécessité. Il faut adapter notre outil de défense aux évolutions de la fin des années 70, début des années 80. Pour vous le faire un petit peu court, les forces du pacte de Varsovie sont en train de développer l'aéromobilité avec des groupes mobiles qui, derrière le rideau de fer, s'ils attaquaient, ne justifieraient pas l'usage d'armes nucléaires tactiques puisqu'ils sont dispersés. Donc ça pose un problème et il faut que nous, on renforce du côté occidental, y compris du côté français, notre aéromobilité, c'est ce qui va donner en 83, ce sont les socialistes qui vont le faire, la force d'action rapide. Et Giscard va basculer une partie des financements pour renforcer l'outil conventionnel qui en a besoin, puisque l'équipement des forces nucléaires a coûté extrêmement cher et il y a un problème matériel, y compris un problème de solde des militaires, un problème de qualité des casernes, et ça râle notamment chez les appelés du contingent. C'est la période d'antimilitarisme, mais qui n'est pas qu'une protestation idéologique. Il y a un vrai problème, en fait, matériel qui se pose. Et ça ouvre la porte à une critique des gaullistes, qui constituent la majorité des députés de la majorité parlementaire, qui vont en fait y voir une opportunité pour critiquer le président centriste libéral comme étant quelqu'un qui va trahir l'héritage de De Gaulle. Et c'est à ce moment-là où, avec une certaine connivence avec les communistes, les gaullistes vont critiquer une forme de retour caché vers le commandement intégré de l'OTAN. Dès que Giscard
discute avec les alliés de l'OTAN, il est critiqué comme basculant vers l'atlantisme. Et c'est à ce moment-là que se cristallise une idée d'un De Gaulle qui aurait été quasi neutre pendant la guerre froide. Donc c'est un épisode assez important. Giscard doit jouer avec ses équilibres dans un contexte géopolitique très difficile qui est celui de la crise des euromissiles. Et comme il doit rester prudent pour ne pas fâcher une partie de sa majorité qui est gaulliste, il doit être modéré dans son discours, ce qui va amener Mitterrand, qui, après avoir rompu avec les communistes, à être très offensif contre l'URSS, à être parmi ceux qui dénoncent le plus les euromissiles soviétiques, les fameux SS-20, et à même attaquer Giscard comme étant trop faible face à Moscou. Et c'est l'un des éléments qui va jouer en faveur de Mitterrand. Alors, pas le seul, évidemment, les questions socio-économiques sont majeures, mais ça va jouer lors de l'élection présidentielle de 1981. Eh bien justement, on poursuit entre guillemets notre voyage historique. On en vient effectivement à ce double septennat de François Mitterrand, donc 1980-1995. Je sais que Hubert Védrine avait consacré, lors du premier septennat de François Mitterrand, et la formule est devenue par la suite très célèbre, avait consacré la formule de gaulo-mitterrandisme, en expliquant un peu sur ce que vous décrivez par rapport à la neutralité, ou plutôt le non-alignement, devrait-on dire, qu'il y avait une forme de continuité entre De Gaulle et Mitterrand dans cette volonté d'être ni aligné sur Moscou ou sur Pékin, sur que sais-je, ni sur Washington et le bloc atlantiste. On prête même, je sais même que Georges-Marc Benamou, dans le dernier Mitterrand, avait prêté à François Mitterrand des propos très durs vis-à-vis de Washington. Je voulais savoir si cette formule de gaulo-mitterrandisme, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la validez? Est-ce que vous la nuancez? Et au-delà de ça, est-ce qu'il y aurait une continuité de Gaulle-Mitterrand sur ce fameux consensus nucléaire, aussi bien civil que militaire, durant ces 14 années de mitterrandisme? Alors, vous posez la question majeure qui est aussi une question d'actualité. Mon ouvrage, en fait, la théorie majeure de mon ouvrage, c'est de dire qu'en France, en fait, des personnes hostiles à l'arme nucléaire en elles-mêmes, ça ne représente en fait que des minorités. Le débat majeur en France, même s'il y a eu des opposants, souvenez-vous de la dernière campagne d'essais nucléaires de 1995, mais les opposants sur le territoire national ont été en réalité assez peu nombreux. C'était surtout des groupes activistes. En Polynésie, ça a été important. À l'étranger, ça a été important. Mais la plus grosse manifestation en France, c'est à l'île Longue. Il y a 8000 personnes. Moi qui viens de Cherbourg, c'est une grosse manifestation, enfin c'est une moyenne manifestation à Cherbourg. C'est quand tous les ouvriers de l'Arsenal sont mécontents. Bon. Vous posez la bonne question. En fait, je nuance l'idée de consensus dans mon ouvrage. C'est pour ça que j'utilise des guillemets. Parce qu'il y a eu un débat central en France, un débat stratégique majeur qui n'a pas été pour ou contre, mais quelle attitude vis-à-vis de l'Alliance atlantique. Et ça a été majeur, c'est-à-dire quelle doit être notre doctrine stratégique. Est-ce que nous devons avoir une arme nucléaire qui doit empêcher la guerre et qui doit donc à ce moment-là menacer de monter très vite aux extrêmes? Ça, c'est ce qu'a défendu Charles de Gaulle, c'est ce qu'ont défendu ceux qui se disaient ses héritiers, parmi lesquels Mitterrand, qui n'était pas un héritier politique, mais qui a récupéré cet héritage, et je vais vous dire pourquoi après. Et vous aviez les forces plutôt atlantistes qui n'étaient pas forcément hostiles à l'arme nucléaire en elle-même, ont pu être hostiles à une arme nucléaire française, et lorsque l'arme nucléaire française a existé, souhaitaient que ce soit en coordination avec l'OTAN. C'est ce que Raymond Aron a appelé en 1963 le grand débat. Et ça a été un débat majeur dans notre pays jusqu'à la fin des années 80. Je ne plaisante pas avec ça, on l'a oublié, mais on s'étripe politiquement là-dessus. Le journal télévisé peut faire 15-20 minutes sur ce sujet-là. Lorsque Giscard annonce en 1980 un missile mobile qui devait remplacer les missiles du plateau d'Albion, qui n'a pas vu le jour parce que Mitterrand s'y est opposé lorsqu'il était président. Et lorsqu'il annonce la bombe à neutrons, qui est une arme anti-char, puisque le blindage n'en protège pas, eh bien, immédiatement, il y a 15 minutes du journal télévisé de 20 heures là-dessus. Et on interroge des experts et on se pose tout de suite la question, est-ce qu'on est fidèle à la question de De Gaulle? Et ceux qui sont suspectés d'être en déviation voient parfois leur carrière brisée.
y compris au niveau militaire et au niveau politique. Vous avez par exemple le général Koppel qui avait fait un essai militaire lui-même, qui a tiré, qui a lâché en fait une bombe atomique en Polynésie pour la tester, hein, c'était sa mission, qui démissionne de l'armée de l'air pour pouvoir protester contre une dissuasion qu'il estime être une dissuasion du tout ou rien. Vous avez Michel Pinton, qui est numéro 2 de l'UDF, qui est la deuxième force politique la plus importante dans le camp conservateur, qui non pas condamne l'arme nucléaire, mais estime que c'est une forme de ligne Maginot. C'est-à-dire il aimerait aller plus vers l'OTAN en tant que centriste. Il doit quitter ses fonctions parce qu'il le critique. Donc c'est quelque chose dont on discute. Ça se retrouve dans toutes les franges de la société, parce que vous avez des leaders d'opinion dans toutes les forces politiques qui sont très au fait des questions de défense. J'ai parlé de Charles Hernu au Parti socialiste, mais à droite, vous avez des personnes qui sont extrêmement qualifiées. François Fillon a construit sa carrière sur une excellente expertise des questions militaires et en particulier nucléaires. Il était président de la commission de défense lors de la première cohabitation entre 86 et 88. À l'UDF, c'est quelqu'un que l'on a oublié, c'était le député de Saint-Lô, c'était Jean-Marie Daillet. Et vous regardez les interventions à l'Assemblée nationale de ces personnalités, c'est majeur, ils font des tribunes dans la presse, ils sont assez écoutés. Et donc, on a ce débat qui infuse partout. Alors, pourquoi parle-t-on du gaulo-mitterrandisme? Eh bien, parce qu'en fait, pour se faire élire président de la République, Jacques Chirac comprend que s'il reste sur une ligne de défense quasi neutraliste d'une réécriture de la doctrine gaulliste, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle, parce qu'il lui faut les suffrages centristes. C'est indispensable. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il est assez réaliste. Il est convaincu par Édouard Balladur notamment que l'Europe devient une nécessité, que la France ne peut plus être seule dans les changements qui sont en train de se faire, et en particulier les changements technologiques. Et ce qui fait changer d'avis Jacques Chirac, c'est le programme américain de bouclier antimissile qui s'appelle l'IDS, et il estime que la France, d'une stricte indépendance nationale, ne peut plus être seule. Et donc le discours du RPR, qui était donc le grand parti gaulliste, devient un discours plus favorable à l'OTAN, plus favorable à l'Europe, et il parle même, lors de la campagne des européennes de 84, c'est la grande réconciliation, d'une défense européenne. Et au moment des législatives de 86 qui sont remportées par la droite, et lorsqu'il devient Premier ministre, eh bien, il envisage de changer la doctrine stratégique, d'envisager un usage de l'arme nucléaire tactique qui pourrait se rapprocher de ce que fait l'OTAN. Il voudrait même abandonner ce qu'on appelait l'ultime avertissement à ce moment-là. Alors ça crée un tollé, et Mitterrand comprend un point de bascule et se pose en garant des héritages en tant que président de la République. Parce que ce qui se joue aussi avec cette cohabitation, c'est qui est le patron. J'ai l'habitude de dire ça à mes étudiants. En histoire, c'est souvent d'ailleurs la question principale. Who's the boss? Et la Constitution n'est pas très claire sur qui dirige la politique étrangère et de défense. Aujourd'hui, vous me direz, c'est simple, mais en 86, lorsqu'on a la première cohabitation, on ne le sait pas. C'est pour ça que Sami Cohen écrit là-dessus, mais il n'est pas le seul. Hein. Vous avez plusieurs personnes qui se disent mais on ne sait pas en fait qui doit voir, c'est la pratique qui doit trancher. Et Mitterrand a capté, avant même les élections de 86, les sujets de défense par une multiplication des interventions pour prendre la prééminence sur Jacques Chirac. Et en fait, le Parti socialiste se fait le parti du consensus parce que c'est une manière de défendre les orientations de défense qui ont été prises par François Mitterrand, qui, en fait, ont été assez couronnées de succès. La fermeté qu'a opposée Mitterrand aux euromissiles soviétiques qui ont été déployés a été nécessaire pour convaincre les Allemands d'accepter le déploiement de missiles américains en 1983. Vous vous en souvenez peut-être, François Mitterrand doit parler au Bundestag quelques semaines avant les élections allemandes, qui peuvent être gagnées par le SPD et les Verts, une coalition qui aurait du mal à accepter les missiles américains. Et Mitterrand va faire évoluer de quelques points, en fait, puisque c'est un dirigeant socialiste qui va s'adresser aux Allemands et leur dire « acceptez les missiles américains ». Et donc, Mitterrand, en fait, a plutôt du succès. Et la représentation de ce succès en termes de politique de défense, je suis désolé de vous le dire, c'est le Rainbow Warrior. Le Rainbow Warrior, on le voit comme un fiasco. C'est un fiasco en termes d'opération. Mais politiquement, vous n'avez aucune protestation en France contre l'attaque du Rainbow Warrior. Charles Hernu
est salué dans les restaurants. Les gens vont lui serrer la main. Il y a encore le service militaire, les appelés du contingent dans les gares se mettent au garde à vous. Et ça, justement, c'est la démonstration que Mitterrand a eu ce succès. Et ce gaulo-mitterrandisme, eh bien, ça correspond à une conviction de Mitterrand, évidemment, mais ça correspond aussi à une opportunité pour se placer dans l'héritage de Gaulle et de s'imposer à son Premier ministre et de remporter l'élection présidentielle de 88. Le slogan de François Mitterrand en 88, c'est « La France unie ». Et Jacques Chirac, paralysé par ces initiatives de Mitterrand, ne fait même pas campagne sur les questions de défense. Il annonce en décembre 87 qu'il ne fera pas campagne là-dessus de peur d'abîmer le consensus. Quand on est candidat aux fonctions suprêmes, c'est une erreur majeure de ne pas faire campagne sur les questions de défense. Et regardez, c'est disponible sur YouTube, un spot de campagne officielle de François Mitterrand. Il y a des sous-marins, il y a sa visite au plateau d'Albion, parce que André Giraud, qui était le ministre UDF, voulait démanteler le plateau d'Albion et le remplacer par des missiles mobiles. Et Mitterrand, justement, joue très largement de cette continuation des héritages. Après, on pourra en rediscuter, ça a un inconvénient, c'est que ça paralyse un petit peu la réflexion stratégique, puisqu'on a une présidentialisation de la réflexion stratégique. On y est habitué aujourd'hui, mais ce n'était pas vrai, en fait, jusqu'aux années 80. Bien, merci. Et en fait, finalement, on pourrait presque en venir à penser que le consensus nucléaire, avec des guillemets bien sûr, vous l'avez rappelé, il se maintient relativement bien sous les deux mandats de François Mitterrand, et on pourrait presque s'interroger si ce n'est pas après 1995 et finalement après la guerre froide que des érosions, ce consensus s'étiole un peu. Si jamais il s'étiole, vous allez nous le dire. Et je pense notamment surtout aux années Jospin, 97-2002, avec peut-être l'influence de la deuxième gauche ou surtout peut-être des écologistes. On pense à Dominique Voynet qui est ministre, par exemple, les débats sur Superphénix, etc. etc. Est-ce que pour vous, ces années 90, elles correspondent à une rupture, même si on s'éloigne de la guerre froide et on s'éloigne de votre ouvrage, bien sûr, mais ça me paraissait important, dans le cadre de cette conférence, de parler de ça. Et aussi, est-ce que ça correspond à une période aussi, ce début des années 90 et ces années 90 de montée en puissance de l'Union européenne? Est-ce que ce débat, vous savez qu'avec Maastricht, il est question d'Europe de la défense, même si bon, ça n'aboutit pas sur grand-chose, mais est-ce qu'il y a un rôle de l'Union européenne dans tout ça? Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Alors, je vais faire un spoil, c'est que ça a été annoncé tout à l'heure. J'ai un prochain ouvrage qui va bientôt être publié. Je dois le rendre à mon éditeur dans moins de 2 semaines. Donc, je suis en train de le finir. Les années 90, en fait, sont plutôt les années 90, et je dirais même ce qu'on appelle la période des dividendes de la paix, jusqu'en 2014, sont plutôt une période d'assoupissement, pour être clair. Les enjeux nucléaires, en fait, s'éloignent de l'opinion, tout simplement parce que la guerre froide s'éloigne, et il y a un souci qui apparaît, c'est la question terroriste. Elle ne date pas de 2001. Il ne faut pas oublier que nous avons une campagne de terroristes menée par le GIA en 1995. Donc ça, c'est une menace qui est vraiment perçue par les opinions. Donc c'est plutôt, si vous voulez, une forme de désintérêt, en fait, que l'on voit apparaître dans cette période-là. Mais ça ressurgit à l'occasion de la question des essais nucléaires, donc de 95, ça je vous en dis quelques éléments tout à l'heure. Ce qu'il faut essentiellement voir dans cette période-là, c'est que, comme la guerre froide s'éloigne, c'est aussi une période où le désarmement progresse à l'échelle mondiale. Les États-Unis, l'URSS puis la Russie signent les accords START qui vont diminuer de manière considérable les armements nucléaires, et la France est sans doute l'un des pays qui s'engage le plus dans le désarmement nucléaire. Si Jacques Chirac fait une ultime campagne d'essais nucléaires, c'est aussi pour que ce soit la dernière, c'est-à-dire avoir de quoi disposer d'une arme nucléaire qui permette de faire la soudure jusqu'à ce que l'on ait nos systèmes de simulation qui soient au point, c'est-à-dire l'horizon est déjà tracé, vers 2010 à cette époque-là, donc c'est le développement de la tête nucléaire 75, et ces essais sont aussi là pour avoir des calculs au plus juste, pour vérifier en fait nos outils de simulation par le laser mégajoule que l'on va avoir à partir de 2014 et par des supercalculateurs. Et
notre arsenal va considérablement diminuer. On va notamment abandonner nos armements tactiques. Ça, on le fait dès Mitterrand. Mais Mitterrand ne croyait pas du tout à l'arme tactique. Lui, il pensait qu'il fallait essentiellement des armes stratégiques pour aller justement menacer d'aller à l'extrême. Je crois que je parle un peu trop, c'est ça? Non, non, on a encore 5-10 minutes. D'accord. Alors, je termine pour répondre à votre question et sur l'influence éventuelle des écologistes. Et, on avait dit 20h15, donc c'est bon. D'accord. D'accord. Et eh bien, on va diminuer donc considérablement le nombre de... On va démanteler les missiles du plateau d'Albion. Ça, c'est Jacques Chirac qui le décide en 1996. Et à l'occasion du renouvellement de nos SNLE, on va passer progressivement des 6 SNLE d'ancienne génération à 4 SNLE de nouvelle génération, mais avec des capacités en termes de portée qui sont beaucoup plus importantes, évidemment, qui sont des SNLE avec des armes MIRV, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs têtes nucléaires dans chaque missile. Et donc, on a beaucoup moins d'armes nucléaires. Si on voit un petit peu l'évolution, on est à plus de 500 têtes nucléaires fin de présidence Mitterrand, et on va jusqu'à moins de 300 aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de chiffre officiel, on dit en général autour de 290. Ajoutez à cela qu'après l'ultime campagne d'essais nucléaires, on démantèle notre centre d'essai, et on démantèle nos installations qui nous permettent de fabriquer de la matière fissile. La France est l'un des pays qui est allé le plus loin dans le désarmement. Et ça, justement, eh bien, c'est un sujet d'accord politique entre Jacques Chirac, président de la République, et la majorité de gauche qui entre en cohabitation avec lui et qui inclut des écologistes, puisque Dominique Voynet est ministre de l'Environnement à cette époque-là. Dominique Voynet, en termes de nucléaire, vous l'avez dit, obtient essentiellement la fermeture de Superphénix. Mais il faut faire attention aussi à ce que l'on dit, c'est-à-dire que la question, en fait, du nucléaire civil, puisque vous la posez ici, est une question qui, globalement, dans le champ politique, ne fait pas trop débat dans les années 90-2000 et va aussi ne pas trop faire débat après l'accident de Fukushima. On l'oublie beaucoup, mais peu de personnes osent encore défendre le nucléaire civil après l'accord de Fukushima. Marine Le Pen, qui aujourd'hui se fait une grande défenseuse du nucléaire, a même eu un moment où elle souhaitait le démantèlement des centrales nucléaires juste après l'accident de Fukushima, parce que c'était dans l'air du temps aussi, évidemment. Oui, et sur le rôle de l'Union européenne pour vous. Ah oui, oui. Excusez-moi. Alors, il y a un débat qui émerge dans les années 90, qui émerge de manière plus forte, c'est la question de la dimension européenne de notre dissuasion nucléaire, qui est déjà présente, alors de manière très très ambiguë dans le livre blanc de 72, on pourra en reparler. Pourquoi c'est présent de manière ambiguë dès les origines? Alors Charles de Gaulle y pensait, puisqu'il avait assuré les deux chanceliers allemands des années 60, à savoir Adenauer puis Erhardt, que si l'ARFA était attaquée, le nucléaire français entrait en jeu. Bon, pourquoi forcément il y avait une dimension européenne? Regardez la taille de la RFA pendant la guerre froide. Ça fait 200 km de large. Donc une offensive du pacte de Varsovie à travers la RFA est très rapidement sur le Rhin. Donc la menace est existentielle pour nous. Là, avec l'Europe, et en particulier les élargissements de l'Europe, on va éloigner cette menace existentielle, on va éloigner nos intérêts vitaux. D'ailleurs, on ne pense même plus que la Russie est une menace pendant un certain temps. D'où l'idée, eh bien, pourquoi pas, d'aller vers cette défense européenne que l'on envisage. Mais le problème qui se pose, et ça, c'est Lucien Poirier qui en parle très clairement en 1994, au moment où il y a le deuxième livre blanc qui est publié, il estime que si on veut aller vers une dimension européenne, vers une vraie dissuasion européenne, il n'est pas contre. Mais ça signifie qu'il faut qu'il y ait une identité européenne, qu'il y ait quasiment une autorité politique européenne, puisque l'outil de défense, en fait, eh bien, est en réalité un outil national. C'est pour cela que De Gaulle, d'ailleurs, disait en 1959 à son discours de l'école de guerre qu'il faut une défense française. Un pays qui n'a pas de défense, en fait, est un pays qui n'est pas une nation, n'a pas d'identité. Donc, on pense encore dans les années 90 que l'on va avancer par cela. Il y a des avancées. Avec les Britanniques, qui sont encore membres de l'Union européenne à cette époque, eh bien, on estime que nous avons des intérêts vitaux
commun, ce qui fait qu'en termes de coopération nucléaire, et ça a été confirmé par les accords de Northwood de cet été, les Britanniques sont en fait nos plus proches alliés. Hein. On teste avec eux, justement, certains éléments de nos têtes nucléaires sur le site de Valduc. Hein. Donc ça va quand même assez loin. Avec les Allemands, il y a un rapprochement qui est très très fort dans les années 90. On provoque même un débat à l'intérieur, chez les conservateurs allemands. Wolfgang Schäuble est quelqu'un qui est par exemple sensible aux offres françaises. Mais ça n'aboutit pas, tout simplement parce que, la nécessité de le faire ne se comprend pas dans les années 90. On pense que les dangers sont en train de s'éloigner. Et pour que ça revienne sur la table, vous le savez bien, il faut attendre évidemment les périls de ces mois les plus récents. Oui, et justement, ce serait un propos de conclusion qu'on pourrait dire, c'est que avec les événements récents qu'on a connus, on peut dire que cette question du consensus, elle se réimpose dans le débat public, et je pense à une citation, et on pourrait conclure là-dessus, de Pierre Messmer, qui était ministre des Armées en 1968, qui avait dit déjà à cette époque-là, alors je cite les citations exactes, mais en gros il avait dit de toute façon, je cite, personne ne jettera nos bombes atomiques, il parlait de l'opposition, hein, personne ne jettera nos bombes atomiques, personne ne transformera les sous-marins à propulsion nucléaire en sous-marins diesel, personne ne fermera l'usine de Pierre Lahat et personne ne fera rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Bon, sur le commandement intégré de l'OTAN, il s'était trompé, mais sur le reste, finalement, c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est que fondamentalement, même s'il y a pu y avoir des renoncements à la question de Superphénix, la dissuasion nucléaire apparaît comme quelque chose d'assez compliqué à fermer quelque part, d'où ce consensus peut-être. De toute manière, ce n'est pas possible, et ça a été l'un des éléments du ralliement de la gauche, puisque la gauche constate à la fin des années 70 que si on renonce à notre dissuasion, on n'a plus de défense, tout simplement. Donc, quand on est responsable politique, évidemment, on ne peut pas renoncer à un outil de défense. Je nuancerai quand même l'idée de consensus encore aujourd'hui, et je pense que c'est un danger dont nous devons absolument avoir conscience. Parler de consensus est quelque chose qui est à la fois très pratique et dangereux. C'est pratique politiquement parce que j'ai interrogé beaucoup de praticiens qui ont travaillé dans des négociations internationales, et ils sont unanimes. C'est une force auprès de nos alliés et de nos adversaires que de montrer que nous avons une population qui adhère à notre outil de défense et à notre dissuasion nucléaire, ce que l'on ne trouve pas forcément chez tous nos alliés européens. Néanmoins, je vous l'ai dit, ça a le problème d'assoupir le débat politique, le débat stratégique, excusez-moi, d'une part, et d'autre part, ça nous fait oublier les divergences du grand débat dont je vous parlais tout à l'heure. Et selon moi, elles sont encore là. C'est-à-dire que vous avez toujours, très régulièrement, c'est un sport national, des héritiers autoproclamés du général de Gaulle qui disent parler à sa place et qui continuent de réécrire sa politique comme ayant une politique neutraliste. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines après les déclarations du général Mandon en est un rappel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on avance la solidarité avec nos alliés, pas seulement justement sur le nucléaire, on nous ressort un général de Gaulle qui était indépendant. Oui, mais l'indépendance ne se confond pas avec la neutralité. Et je pense qu'il faut être très très prudent là-dessus. En cas de crise majeure, je pense qu'il y a un souci, non pas de consensus, je pense qu'il faut plutôt parler de cohésion. C'est plutôt ça la question. En cas de crise majeure, pourtant on a eu des crises majeures, hein. Je vous rappelle, en février 2022, on a mis 3 SNLE à l'eau sur 4. Alors on sait le faire de manière discrète, de manière moins spectaculaire que Vladimir Poutine. Mais néanmoins, c'était quand même un message assez important. J'ai peur que nous ayons des voix qui s'élèvent en nous disant « Ah mais bon, peut-être que si la Russie intervient en Estonie, c'est pour protéger des minorités russes, et puis l'Estonie c'est très très loin, et puis les Russes n'attaquent pas vraiment, c'est du cyber, ce sont des milices. » J'ai peur justement que des pseudo-discours gaullistes viennent entacher la cohésion nationale. C'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent et que je pense que cette cohésion est fragile. C'est pour ça que je nuance cette question du consensus dans mon ouvrage.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode des Rencontres stratégiques. Nous tenons à remercier Monsieur Frank Smith, directeur de la bibliothèque de l'école militaire, ainsi que l'ensemble de ses équipes pour la confiance qu'ils nous ont accordée et l'accueil chaleureux qui nous a été fait. Nous remercions également Yannick Pincé pour la qualité de ses échanges, ainsi que pour avoir accepté de faire cette conférence inaugurale du réseau Casus Belli. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions ou bien nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, ou nous contacter via notre adresse mail contact@réseaucasusbelli. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.